Alors, l'idée du podcast d'aujourd'hui, ça va être de répondre à une question qui a été posée juste sur le podcast précédent, donc sur l'hypertrophie, où on m'a questionné sur l'intérêt de développer le tissu conjonctif. Donc, il faut faire la distinction, et c'est ce qu'on va faire dans ce podcast, entre le tissu rouge, le tissu musculaire, et le tissu blanc, qui est le tissu conjonctif. On va voir un petit peu à quoi ça correspond et comment on va pouvoir le développer, notamment dans un objectif de prévenir les blessures. Alors on va voir que ça peut à la fois prévenir les blessures et améliorer les performances. C'est vraiment quelque chose qui est important à la fois, on va dire, d'un point de vue santé et d'un point de vue performance. On va voir également qu'est-ce que le tissu conjonctif. On va voir que en fait c'est pas une seule chose, mais c'est un groupe de tissus qui vont avoir chacun un petit peu leurs propriétés et donc leur stimulus qui va pouvoir les développer. Et donc, on va parler un peu de tout ça dans ce podcast. Donc, d'abord, on va commencer par quelques définitions assez simples entre la distinction entre le tissu musculaire et le tissu conjonctif. Qu'est-ce que c'est que le tissu conjonctif? C'est tout simplement tout ce qui est globalement blanc à l'intérieur de l'organisme. Donc ça va prendre en compte, comme je disais, c'est un groupe de tissus, ça représente une grande majorité de notre organisme. On va y retrouver le tissu osseux, le cartilage, les ligaments, les tendons, tout ce qui est fascia. Donc quand j'entends par fascia, on va avoir les fascias superficiels, on va avoir les fascias plus profonds, on va avoir ce tissu conjonctif qui va rentrer au sein du tissu musculaire, donc avec l'endomysium, l'épimysium, le périmysium. Donc ça, c'est des mots peut-être un petit peu compliqués, mais l'idée, c'est de comprendre que ces tissus font le lien entre toutes les fibres musculaires. Et donc, ça va venir servir tout simplement d'échafaudage à notre organisme. C'est-à-dire que le tissu musculaire, lorsqu'il va réussir à se contracter, il va avoir besoin de tirer sur quelque chose pour pouvoir se contracter. Et ce qui fait le lien entre le tissu musculaire et l'élément qui va bouger, donc généralement c'est le tissu osseux, eh bien c'est le tissu conjonctif. Donc sans tissu conjonctif, le tissu musculaire se contracte mais tire dans le vide et donc ne sert absolument à rien. C'est donc un élément essentiel de notre fonctionnement, de nos mouvements, de nos activités, etc. Et c'est pour ça qu'il est souvent sollicité et on va le voir très souvent lésé, blessé parce qu'il n'est pas assez souvent justement entraîné. Dans le tissu conjonctif, on va également retrouver donc tout ce qui va être les parois des tissus sanguins. Donc ça va être quelque chose qui va pouvoir se développer. On va également retrouver 80% de ce qui compose nos nerfs. Et pourquoi ça forme ce groupe-là et autant d'éléments? En fait, c'est parce que le tissu conjonctif, on va partir du principe que c'est tout ce qui est issu d'une cellule de base, qui est le fibroblaste. Voilà, c'est le nom de cette cellule souche. Et en fonction, et c'est là où on voit toute la magie du corps humain, en fonction des contraintes qui vont être appliquées sur ce fibroblaste, eh bien, il va évoluer en différentes cellules qui vont devenir soit des ténocytes pour devenir un tendon, soit des chondrocytes pour devenir du cartilage, soit des ostéoblastes ou ostéoclastes pour devenir du tissu osseux. Et donc c'est là où la magie opère, c'est-à-dire qu'en fonction de notre évolution, en fonction de ce qu'on va faire et des contraintes qu'on va appliquer sur ce fibroblaste, il va évoluer en différents types de tissus. Le moyen le plus simple de se rendre compte qu'un tissu peut évoluer en fonction des contraintes qui vont être appliquées dessus, c'est par exemple de prendre une ligamentoplastie sur un ligament croisé. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la ligamentoplastie, c'est lorsque vous faites une rupture d'un ligament croisé, on va venir prélever une greffe. Donc généralement sur votre, avant on faisait sur un corps étranger, mais aujourd'hui on fait une autogreffe. Donc on va venir prélever sur vous-même un morceau de tendon. Donc ça peut être à différents endroits selon la technique. Il va y avoir le tendon rotulien, il peut y avoir le tendon des ischio-jambiers. Il peut y avoir le tendon également du fascia lata sur la mollette iliotibiale, sur la face latérale de la cuisse. Bref, on va venir prélever un morceau de tendon quelque part et on va venir le mettre à la place du ligament. Donc, on a un tendon à la place du ligament. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'au bout de 3 4 mois, parce que ce bout de tendon a vécu comme un ligament et a reçu des contraintes que reçoivent un ligament, on va avoir une ligaменtisation et le tendon va devenir ligament. Si on refait un petit peu une analyse cellulaire de la greffe, on a des cellules d'un ligament et ce n'est plus des cellules d'un tendon. Donc c'est là où on voit également donc cette capacité du corps à s'adapter aux contraintes dans un sens comme dans l'autre. Hein, c'est évolutif, c'est réversible à la fois dans le sens positif et dans le sens négatif. Un autre exemple, ça va être par exemple chez les enfants, les bébés. Les bébés, on sait qu'ils n'ont pas vraiment encore de tissu osseux, ils vont avoir du tissu cartilagineux. Hein. On a donc ce cartilage de croissance qui, en fonction des contraintes qui vont être appliquées sur ce cartilage, vont évoluer avec une densité osseuse et se transformer en os à la fin de la croissance, plus ou moins importante, etc. Donc là, ce qu'il faut retenir, dans cette première
introduction, on va dire, c'est que le tissu conjonctif, c'est pas une seule chose, c'est un groupe de tissus. Dans ce groupe de tissus, ils sont tous issus de la même cellule souche. Et qu'en fonction de comment ils vont être utilisés, des contraintes qu'on va appliquer dessus, ils vont évoluer vers un tendon, vers un ligament, vers un tissu osseux, vers un tissu cartilagineux, et peu importe. Un autre exemple qui me vient en tête au moment où je suis en train d'enregistrer ce podcast, c'est par exemple sur les calcifications. Les calcifications, donc on sait que généralement elles apparaissent au sein d'un tendon, généralement plus proche de l'anthèse. L'anthèse, c'est quoi? C'est le lieu où le tendon va venir s'insérer au niveau de l'os. Et en fait, quand on s'intéresse à ce qu'est une calcification, donc c'est souvent très connu chez les personnes qui ont des tendinopathies au niveau de la coiffe des rotateurs, au niveau de l'épaule, il peut y en avoir aussi sur le tendon d'Achille, mais en fait, cette calcification, c'est le tendon qui est devenu cartilage. En gros, à une certaine zone du tendon, notamment à cause des frottements qu'il peut y avoir entre le tendon et l'os, donc c'est pour ça que généralement c'est au niveau de l'anthèse, eh bien, pour s'y adapter et mieux résister à la contrainte, la partie du tendon qui va être en contact permanent avec l'os et compressé et frotté sur l'os, eh bien, va se durcir, entre guillemets, et se transformer peu à peu en cartilage, et on va retrouver des chondrocytes et on va retrouver un petit peu ces particularités, ces propriétés du cartilage au sein d'un tendon. Donc ça montre bien que le tissu conjonctif, il est capable de s'adapter et pour l'instant, on n'a pas de date de péremption, c'est-à-dire qu'il est capable de s'adapter jusqu'à très longtemps dans la vie, de façon positive ou de façon négative. Et ça, c'est le côté positif, c'est-à-dire que si eh bien, il a dégénéré et qu'aujourd'hui, c'est plus un tissu conjonctif de qualité, que vous avez moins de densité minérale osseuse, ou que vous avez des calcifications, ou que vous avez un tendon qui est pas forcément avec une qualité architecturale de qualité, eh ben, on va pouvoir travailler dessus. Si on y met les bonnes contraintes, si on agit dessus de la bonne façon, on va pouvoir le pousser à s'adapter, le pousser à évoluer et du coup à, eh bien, progresser. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que du coup, eh ben, rien n'est garanti. C'est pas parce que vous avez un tendon de qualité que vous allez le conserver à vie si vous faites pas ce qu'il faut ou si vous le surchargez ou le sous-chargez, etc. Ou si vous avez des pathologies systémiques type diabète et des choses comme ça. Donc voilà, il faut savoir que le tissu conjonctif, c'est donc une catégorie de tissus avec plusieurs choses qui viennent tous de la même cellule, qui évoluent dans un sens ou dans l'autre en fonction des contraintes qui sont dessus et qui servent d'échafaudage à tout notre organisme. Et c'est en fait quelque chose de très très important. Pour autant, aujourd'hui, on sait tous comment développer le tissu musculaire, on est tous capables d'avoir de gros muscles, mais il y a peu de personnes qui, dans leur entraînement, vont mettre en place des exercices, ou on va dire des contraintes spécifiques pour le tissu conjonctif pour le rendre plus fort, pour qu'il soit capable d'emmagasiner les forces qui vont être produites par le tissu musculaire et de les transmettre vers le tissu osseux pour produire le mouvement, parce que c'est ça sa fonction, c'est de faire la liaison entre les forces produites par le tissu musculaire et le mouvement. Donc c'est pour ça que généralement on va retrouver une asymétrie, c'est-à-dire qu'on va avoir de gros muscles, un gros potentiel nerveux, une grosse capacité à produire de la force, ok très bien, mais pour autant quand cette force va venir traverser le tissu conjonctif pour aller produire le mouvement, eh bien le tissu conjonctif qui n'est pas assez entraîné va lui céder et créer les premières lésions. Donc c'est pour ça que la grande majorité des lésions concernent le tissu conjonctif. On va avoir évidemment tout ce qui est tendinopathie, tout ce qui va toucher le tendon, on va avoir les ruptures ligamentaires, on va avoir également tout ce qui va abîmer le tissu osseux, tout ce qui va abîmer le tissu cartilagineux, mais même dans ce qu'on considère comme des déchirures musculaires, on se rend compte qu'aujourd'hui, eh bien, le nom a un peu dérivé. On appelle ça maintenant des lésions myo-aponevrotiques. D'ailleurs, vous pouvez retrouver toute une formation, une mini-formation extrêmement complète et très utile en pratique sur mon site, donc motiontherapyexpert.com. Et ces lésions myo-aponevrotiques, ce qu'on se rend compte, c'est que la première chose qui va lâcher au sein du muscle, du tissu rouge, eh bien, c'est ce fameux tissu blanc, ce tissu conjonctif intramusculaire qui permet de faire les liaisons entre les fibres parce que on se rend compte que maintenant on sait quand le muscle produit une force, la force, donc il faut imaginer qu'un muscle il relie deux os entre eux, hein, on va dire, donc par le tendon, mais il relie deux os entre eux. Cette force qui est produite par la fibre musculaire, elle se diffuse pas longitudinalement, mais 80% de la force en fait est transmise transversalement de fibre en fibre pour essayer de venir se diffuser au sein de tout le muscle et ensuite se retrouver au bout du muscle au niveau du tendon pour agir sur l'os. Donc cette diffusion latérale de la force, elle se fait par le biais du tissu conjonctif qui relie les fibres musculaires entre elles et souvent, eh bien, la force qui est produite par le tissu musculaire n'est pas encaissée, n'est pas emmagasinée par le tissu conjonctif et il finit par céder et ça crée les lésions.
Donc, c'est là où on voit l'importance de venir passer du temps à développer ce tissu conjonctif. Un, parce qu'il va permettre d'éviter les blessures. Et deux, parce que lorsqu'il va être développé, il est capable de s'hypertrophier, il est capable d'emmagasiner plus de force, il est capable également de la restituer mieux et donc d'améliorer la performance de l'athlète ou de la personne qui réalise une activité. Donc, ça va être ça vraiment l'objectif de cette série de podcasts, c'est de comprendre un petit peu comment le tissu conjonctif fonctionne, comment tous les tissus conjonctifs fonctionnent et comment on va pouvoir agir dessus du mieux possible pour améliorer leur qualité. En gros, le tissu conjonctif, c'est un petit peu la carte bleue. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez votre cerveau. Le cerveau, c'est le compte en banque, c'est là où vous avez le plus d'argent. Et les muscles, eh bien, ça va être vos achats. C'est ce que vous allez réussir à faire. Si vous n'avez pas de carte bleue pour utiliser l'argent qui est dans votre compte en banque pour acheter les choses dont vous avez besoin, dans ce cas-là, eh bien, vous êtes complètement bloqué. Eh bien, c'est pareil. Si vous avez de gros muscles et une grosse capacité nerveuse, mais que vous n'avez pas le lien, c'est-à-dire les tissus conjonctifs entre eux, vous allez être complètement bloqué et vous n'allez pas pouvoir utiliser votre argent en compte en banque. Donc ça, c'est le problème. Donc, maintenant qu'on sait à quoi ça correspond, qu'on sait également à quoi ça sert, on va voir un petit peu comment on va pouvoir agir dessus. Donc, je l'ai dit, chaque tissu va répondre à une contrainte qui va lui être spécifique parce que ils ne fonctionnent pas tous de la même façon. Si on considère par exemple le tissu osseux donc qui fait partie du tissu conjonctif, le tissu osseux, on sait que globalement, il va surtout répondre aux impacts. C'est pour ça qu'on recommande généralement d'avoir une activité à impact au sol, donc comme la marche, la course, la corde à sauter, les sauts, peu importe, mais il faut des impacts au sol pour améliorer la densité minérale osseuse. Et pareil pour le haut du corps, moi c'est vrai que j'aime bien recommander, surtout chez les personnes qui commencent à avancer en âge ou qui ont des activités sans contact, donc par exemple la natation ou le vélo, euh, par exemple de faire un petit peu de boxe, de frapper dans un sac pour avoir des impacts sur le haut du corps, parce qu'avec sans sollicitation forcément la densité minérale osseuse diminue, avec le vieillissement c'est quelque chose qui fait également diminuer la densité minérale osseuse et qui plus est chez les femmes, on le sait, à l'approche de la ménopause, on va avoir un remaniement hormonal qui va favoriser plutôt une diminution de la densité minérale osseuse avec l'apparition de l'ostéoporose et des choses comme ça. Donc c'est important d'avoir un capital osseux développé avant d'arriver dans ces étapes-là de la vie. Et donc on peut les développer. Et pour ça, il va falloir mettre de l'impact au niveau de l'organisme. Donc par exemple, voilà, je le disais sur la course à pied, pas besoin de courir un marathon, hein, mais avoir un petit peu d'impact, avoir ces 2 fois 20 minutes de course à pied par semaine, ou d'aller frapper dans un sac, ou de faire de la corde à sauter, ou de faire de la danse. Bref, il faut du contact au sol pour venir solliciter ce renouvellement osseux. Donc comment ça se passe? On le sait, dans le tissu osseux, on va avoir deux types de cellules. On va avoir les ostéoclastes, clastes avec un C qui casse, et les ostéoblastes avec un B qui bâtissent. Et donc on a un renouvellement. En fonction de qui est le plus actif, on va avoir une densité minérale osseuse qui va augmenter si les ostéoblastes sont plus actifs que les ostéoclastes, ou qui va diminuer si les ostéoclastes sont plus actifs que les ostéoblastes. Et ça va dépendre de quoi? Et ben, ça va dépendre de ce qu'on va demander à l'organisme. Est-ce qu'il ressent le besoin de construire plus, ou est-ce qu'il voit qu'il a pas besoin de plus, et dans ce cas-là, il va finir par détruire. Faut pas oublier que l'organisme fonctionne par économie d'énergie. Donc, pour lui, tout ce qui n'est pas nécessaire est supprimé. Tout ce dont on n'a pas besoin, tout ce dont on lui montre pas l'utilité est supprimé. Et si l'on veut qu'il produise quelque chose, eh bien, il va lui falloir lui montrer qu'en l'état actuel des choses, eh bien, on ne peut pas survivre à notre environnement, on ne peut pas réaliser la tâche qui nous est demandée, et c'est ce qui va, par mécanisme de protection, le pousser à faire plus, à produire plus. Donc, c'est pour ça que il va falloir le mettre sous contrainte. Donc ça, c'est pour le tissu osseux. On va avoir également une autre possibilité pour le tissu osseux, eh bien, c'est tout simplement le renforcement musculaire, puisqu'on va avoir une traction forcément du tissu musculaire sur le tissu tendineux qui va venir tirer sur le tissu osseux. Et cette traction sur le tissu osseux va être un moyen d'agir positivement sur le renouvellement des cellules osseuses et donc de favoriser l'activité des ostéoblastes. Donc renforcement musculaire, impact, c'est ce qu'on sait aujourd'hui le plus efficace sur le tissu osseux. Derrière, on va pouvoir parler par exemple du cartilage. Parlons du cartilage. Le cartilage, c'est un petit peu compliqué parce que c'est pas très bien vascularisé, c'est très peu innervé. Comment on agit dessus? Eh bien, le cartilage, en fait, pour se nourrir, il va agir sous forme de compression. C'est-à-dire qu'en fait, on va venir exercer la compression des os entre eux. Donc, le cartilage est situé entre deux os, hein. Donc, quand on a les deux os qui vont venir être compressés l'un avec l'autre, ça va avoir l'effet d'une pompe. Et ce pompage va permettre d'alimenter le cartilage et de favoriser son renouvellement. Donc là encore, il va falloir tout simplement mettre du mouvement, essayer de mettre un petit peu de compression. Encore une fois, il faut qu'elle soit adaptée. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas encore dit, mais qui me semble
assez évident, c'est que les contraintes mécaniques qui sont appliquées sur le tissu conjonctif, elles doivent être adaptées et progressives parce qu'effectivement, il en faut pour favoriser le renouvellement et le développement du tissu conjonctif. Mais si vous en mettez trop, vous allez le surcharger et créer généralement un début d'inflammation et derrière une inflammation chronique qui peut plutôt avoir l'effet inverse, hein, l'effet catabolique, l'effet un peu destructeur du tissu conjonctif. Donc c'est pour ça que la mise en charge doit être progressive. C'est pas parce que j'ai dit qu'il fallait avoir de l'impact pour améliorer la densité minérale osseuse qu'il faut vous mettre à courir des 15 km tous les jours. C'est pas parce que j'ai dit qu'il fallait venir compresser au niveau du cartilage pour favoriser son renouvellement qu'il va falloir vous mettre faire des squats ou des choses comme ça très lourdes tous les jours. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est vraiment d'avoir une contrainte progressive et surtout régulière sur ces différents tissus pour venir les favoriser. Donc ça, c'est plutôt le cartilage. Le cartilage, c'est assez dur à venir sollicité, mais c'est possible. Je dis pas qu'on va renouveler le cartilage, je suis pas en train de dire que c'est le moyen de solutionner l'arthrose et que si vous commencez à bouger et tout, vous allez retrouver du cartilage et refaire germer du cartilage au sein de vos articulations. Je dis juste que si vous voulez l'entretenir, eh bien c'est la façon la plus efficace de le faire. Il fonctionne comme ça, il a besoin d'être sollicité, d'être entre guillemets pompé, et ce pompage qui va avoir lieu va permettre de venir amener des nutriments dans le cartilage et de le nourrir et de le favoriser sa santé. Donc ça, on va dire que c'est pour tout ce qui est tissu cartilagineux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les ligaments. Les ligaments, c'est très proche du tendon, en fait. La différence entre le tendon et le ligament, ça va être que le tendon, il relie un tissu dur, qui est l'os, à un tissu mou, qui est le muscle, et que le ligament, lui, il va relier deux tissus durs, qui sont deux os, en fait. Et ce qui fait qu'ils n'ont pas besoin des mêmes choses. Le ligament, il a besoin d'être raide. Il a besoin de raideur, et c'est tout. Tandis que le tendon, c'est un peu plus compliqué parce que plus il va se rapprocher du muscle, plus il va être compliant. Donc la compliance, c'est sa capacité à se déformer. Euh, Plus il va se rapprocher de l'os, plus il va être raide. Parce qu'il va avoir besoin de transmettre les forces. Et donc, du coup, c'est ce qui en fait une structure un peu plus fragile parce que eh bien, on va avoir un continuum du raid vers le compliant à mesure qu'on part de l'os et qu'on se rapproche du muscle. Donc, pour l'entraînement du tendon, c'est plus compliqué parce qu'il va avoir besoin des deux, notamment si on veut de la performance. Si on veut de la performance, on a besoin qu'il encaisse beaucoup d'énergie et qu'il soit capable de la restituer le plus vite possible et en la plus grande quantité possible. Et ça, c'est la raideur qu'il favorise. Maintenant, pour la santé du tendon, on a plutôt besoin qu'il soit compliant, qu'il soit capable de se déformer pour permettre un meilleur glissement des fibres de collagène entre elles, éviter tout ce qui est cisaillement et favoriser sa santé. Donc en fait, on a un compromis et c'est là où c'est difficile parce qu'on a envie d'être performant, donc on a envie d'avoir un tendon raide, mais en même temps, il faut le savoir qu'un tendon raide, ça va favoriser les pathologies tendineuses. Et si on favorise le tendon compliant, eh bien dans ce cas-là, on va perdre énormément en capacité et donc forcément, on va diminuer les performances. Donc c'est là où on a un petit peu un équilibre à trouver. Et c'est d'ailleurs très difficile chez les athlètes de haut niveau, puisque par exemple chez les sprinteurs qui ont besoin d'énormément de raideur pour produire énormément de force au sol, eh ben forcément on va se retrouver face à un dilemme. Bref, ça c'est un autre sujet. Mais il faut avoir en tête que le ligament, lui, a surtout besoin de raideur, tandis que le tendon, lui, a besoin de raideur et de compliance, ce qui fait que l'entraînement n'est pas exactement le même. Pour améliorer la raideur, ce qu'on va avoir besoin, c'est surtout de contraintes rapides qui vont être exercées. Pour améliorer la compliance, on va avoir besoin plutôt de charger et d'avoir des mouvements lents. Donc, c'est là où la question elle se pose, c'est comment on fait sur un tendon pour améliorer à la fois la compliance qui demande des charges plutôt élevées et un mouvement lent, et comment on va également devoir développer sa raideur alors que ça demande tout l'opposé. Et ben, c'est comme ça qu'on entraîne, c'est là où est toute la science de l'entraînement, toute la science de la rééducation, c'est de trouver la juste dose, la dose effective qui permet de développer les deux, sachant que forcément on va venir favoriser l'un ou l'autre selon les objectifs de la personne. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Mais je pense que je ferai un épisode complet sur le tendon et son développement, ce sera beaucoup plus intéressant. Et donc j'ai parlé du tissu osseux, j'ai parlé du cartilage, j'ai parlé des ligaments, j'ai parlé des tendons. Il nous reste forcément ce qu'on va le plus utiliser avec nos muscles, c'est-à-dire le tissu conjonctif intramusculaire. Ce tissu conjonctif intramusculaire, en réalité, il faut imaginer, je ne sais pas si vous arrivez à visualiser la chose, mais en gros, vous avez l'os. À partir de l'os, vous avez le tendon. Et ce tendon, il va venir se décliner comme un continuum au sein du tissu musculaire, se fondre dans le tissu musculaire et devenir différentes couches de tissu conjonctif, superficielles, moyennes et profondes. On va avoir du coup l'épimysium, l'endomysium et le périmysium. Et tout ça, eh bien, va venir dans le tissu musculaire
et va avoir certaines propriétés. À chaque fois, on va avoir un tissu conjonctif qui va englober le muscle, c'est la première couche. Ensuite, on va avoir un tissu conjonctif qui va englober le faisceau musculaire, qui est du coup un groupe de fibres musculaires. Donc ça, c'est le deuxième niveau. Et enfin, on va avoir un tissu conjonctif qui va englober chaque fibre musculaire. Et ça, c'est le troisième niveau. Et en vrai, si on creuse encore, on peut retrouver du tissu conjonctif à une étape encore plus petite, encore un peu plus profonde. Donc là, ça c'est la description des différents types conjonctifs intramusculaires. Ce qu'on va également retrouver, et qui est important, je vous le disais précédemment dans l'épisode, c'est que on a les forces qui sont diffusées latéralement au sein du muscle. Et ces diffusions latérales au sein du muscle, elles doivent bien être faites par quelque chose. Donc je disais que c'était le tissu conjonctif. Et en fait, ça, ces points de jonction latérales entre les fibres musculaires par lesquelles passent les forces pour être transmises latéralement, ça s'appelle des plaques périmésiales. Le nom est pas obligé d'être retenu, mais il faut savoir qu'en fait, c'est la première chose qui va avoir tendance à lâcher, en fait. Parce que ces plaques périmédiales, si elles sont pas entraînées, c'est là où les forces sont transmises. Si elles lâchent, eh bien, du coup, les forces vont être transmises majoritairement sur d'autres plaques qui vont être, du coup, surchargées, qui vont finir par céder. Et c'est comme ça que, globalement, on finit par avoir des bobos, des problèmes. Donc, on a ce tissu conjonctif au sein du groupe musculaire qui doit être entraîné pour être capable d'emmagasiner les forces produites par le muscle et les transmettre jusqu'au tendon qui favorisera le mouvement de l'os. Ok, donc maintenant, je pense que ça permet d'avoir une vision un peu plus claire de ce qu'est le tissu conjonctif, de comprendre qu'il sert d'échafaudage à l'ensemble de l'organisme, qu'il forme un petit peu, comment dire, les fondations de notre organisme et que si on est incapable de développer et qu'il a zéro capacité, forcément, ça finira par céder. Et c'est tout le problème, en fait. C'est tout le problème qu'on se rend compte. Et c'est pour ça que dans la majorité des blessures et des pathologies qu'on peut rencontrer en cabinet, eh bien, généralement, c'est le tissu conjonctif qui est touché. Donc j'espère dire que cette première partie a été claire. Et là, du coup, ça m'amène un petit peu à un concept qui est pas du tout nouveau, hein, qui n'est pas de moi, qui s'appelle le concept de reactive strength. Donc c'est la force réactive, si je le traduis mot à mot en français, j'aime pas trop le terme, je trouve que en américain ça fait plus stylé. Il faudrait trouver quelque chose de plus intéressant en français. Force réactive, ça parle pas vraiment. Ça a notamment été développé par Louis Simons, qui est de West Side Barbell, qui est du coup l'homme qui a probablement, alors j'ai pas tous les scores en tête, hein, j'espère que les powerlifters ne m'en voudront pas, mais c'est l'homme qui a entraîné le plus de records du monde sur les charges lourdes, hein, sur les mouvements de powerlifting, donc deadlift, squat et bench. C'est un Américain et c'est celui qui a révolutionné un petit peu l'entraînement puisque il a amené aux États-Unis, donc dans le monde occidental, les techniques du monde soviétique qui étaient à cette époque-là à l'apogée et qui a permis ensuite de développer beaucoup de choses. Et lui connaissait déjà l'intérêt de développer les tissus conjonctifs et il a créé ce mot, ce nom de reactive strength pour désigner cette partie de l'entraînement qui est dédiée au développement du tissu conjonctif. Quand on parle de reactive strength, en fait, il faut avoir en tête qu'il y a deux composantes dedans. La première, elle va être biologique, c'est-à-dire de quelle est la qualité de mon tissu conjonctif au niveau local. Ok, à quoi il ressemble? Est-ce que les fibres de collagène sont bien alignées? Est-ce qu'il est hypertrophié? Ou au contraire, est-ce que c'est une architecture anarchique? Est-ce que je sais pas, est-ce qu'il va avoir des lésions ou pas? Est-ce qu'il va être homogène ou pas? Est-ce que les fibres vont être alignées ou pas? Est-ce qu'on va avoir des fibres enfin des cellules des cellules qui vont être plutôt rondes ou plutôt allongées? Ça, ce sont des signes biologiques de la qualité du tissu conjonctif. Et là-dessus, on va déjà pouvoir agir d'une certaine manière. Donc ça, c'est la première composante, la composante basse du de la reactive strength, c'est la biologie. La deuxième qui va venir d'en haut, c'est la neurologie. C'est-à-dire quelles sont les capacités de mon tissu conjonctif. Qu'est-ce qu'il est capable d'encaisser? Qu'est-ce qu'il est capable d'emmagasiner? Qu'est-ce qu'il est capable de transmettre? Ok. Donc d'un côté, on va avoir la neurologie en termes de capacité, et d'un autre côté, on va avoir la biologie en termes de qualité. L'idée, c'est d'éviter d'avoir une trop grande asymétrie entre les deux. Si on a une trop forte neurologie et une biologie qui n'est pas suffisante, une qualité qui est insuffisante, on va courir vers la lésion. Si on a une super biologie, mais qu'on a zéro capacité, bah, la lésion peut-être pas, mais en tout cas, il servira pas à grand-chose. Ok? Il sera pas performant. Donc l'idée forcément, c'est d'aller agir sur les deux versants.
Et là encore, on retrouve un petit peu quelque chose de la West Side Barbell de Louis Simons, qui est la méthode conjuguée, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas de développer que la neurologie pendant 3 mois, puis 3 mois après faire que la biologie, etc. C'est d'avoir au sein de la même séance des contraintes, des stimuli qui vont venir développer à la fois l'un, à la fois l'autre, et pourquoi pas aussi le tissu musculaire. C'est-à-dire que dans une séance, ça c'est aussi une qualité, hein, et je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs c'est de plus en plus répandu, et je pense qu'on va vite complètement oublier la programmation linéaire en bloc où on fait que de l'hypertrophie, que de la force, puis que de la puissance, etc. Puisqu'on va se rendre compte, à mon avis, rapidement que ça fonctionne pas. Bon, il y en a beaucoup qui l'ont déjà remarqué, hein. Dans le haut niveau, ça se fait quasiment plus, mais c'est encore parfois populaire. Et on va venir plutôt vers une planification donc de cette méthode conjuguée où au sein de la même séance, au sein d'un même bloc, on va venir travailler différentes qualités en venant les agencer parce que maintenant on sait qu'il n'y a pas vraiment d'interférence et qu'on peut venir développer un peu toutes les qualités en même temps. Donc, l'idée, c'est de venir travailler ces deux composantes de la reactive strength en même temps, dans la même séance. Seulement, il faut savoir comment le faire. Évidemment, comme il y avait des stimuli différents pour chaque tissu conjonctif, il y a évidemment un stimuli différent pour chaque composante de la force réactive. Donc, si je veux développer la neurologie, mais que j'applique des stimuli qui développent la biologie, ça ne marchera pas, et vice-versa. Ce qu'on sait globalement, c'est que en termes de neurologie et de biologie, on va surtout agir sur tout ce qui est tissu intramusculaire et tendineux. Ça va surtout réagir, les deux contraintes qui fonctionnent le mieux, auxquelles elles sont, enfin ces tissus sont le plus, comment dire, réactifs, ça va être l'allongement et la vitesse. Donc, pour faire, pour permettre aux forces qu'on va envoyer dans l'organisme de plutôt se diriger vers le tissu conjonctif plutôt que vers le tissu musculaire, eh bien, il va falloir placer l'ensemble, le complexe, muscle-tendon, dans une position d'allongement. Ok, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'on sait que plus il va y avoir de vitesse, plus les forces vont avoir tendance à se transmettre dans le tissu conjonctif plutôt que dans le tissu musculaire. Donc ça c'est la deuxième des choses. Forcément, si au début de l'entraînement, on met une contrainte d'allongement plus une contrainte de vitesse, ça risque de faire beaucoup, ça risque de pas bien se passer. Donc généralement, ce qu'on va recommander, c'est de commencer par la contrainte d'allongement, aller chercher de la longueur, de l'allongement dans le complexe muscle-tendon. Une fois qu'on a réussi à avoir l'allongement que l'on souhaite, c'est-à-dire quelque part une grande amplitude, on va venir développer de la force en position d'allongement. Une fois que cette force en position d'allongement est atteinte, on va chercher à développer de la force dans toute l'amplitude disponible. Donc d'abord en position d'allongement et ensuite au cours de l'allongement. Et une fois qu'on a réussi à développer de la force au cours de l'allongement, on va pouvoir venir y mettre de la contrainte de vitesse. Alors, comme je l'ai dit, l'idée c'est pas de faire les choses en bloc, hein, de faire d'abord que ça, que ça, que ça, que ça, mais il y a un continuum à suivre et on peut évidemment mélanger, par exemple, le développement de la force en position d'allongement, avec le développement de la force au cours de l'allongement, avec un peu de vitesse, etc. Mais il faut savoir que globalement, il va falloir respecter des étapes, une progressivité pour éviter de venir surcharger le tissu et de créer des lésions. Donc, généralement, c'est une méthode qui marche bien, c'est pas la seule, hein. Je suis pas en train de dire que c'est ce que tout le monde devrait faire, mais en tout cas, c'est quelque chose qui fonctionne bien. C'est un, développer la longueur, trois, développer la force en position d'allongement, deux, pardon, développer de la force en position d'allongement, trois, développer de la force au cours de l'allongement, et quatre, eh bien, développer de la force au cours de l'allongement avec de la vitesse. Encore une fois, il va falloir faire la distinction entre différentes choses. C'est la reactive strength, donc c'est la capacité à emmagasiner l'énergie. Et la deuxième partie, enfin la deuxième étape liée à la force, c'est-à-dire la production de force. Donc, c'est-à-dire que généralement, ce tissu conjonctif, il va intervenir lors des changements de direction, et ces changements de direction, il va falloir donc emmagasiner puis restituer. Emmagasiner, c'est une chose, restituer, c'est une autre. Ça répond encore une fois pas au même, euh, aux mêmes stimuli, et donc pour les développer, ça répond pas à la même chose. Si vous faites par exemple de la pliométrie, par exemple, ça va pas forcément améliorer votre force réactive. En tout cas, ça va pas améliorer l'architecture du tissu conjonctif. Peut-être la neurologie, mais pas l'architecture du tissu conjonctif. Ça va améliorer également votre production de force, la partie, on va dire, concentrique du de cet effet de changement de direction, mais ça n'améliorera pas la partie excentrique, en tout cas pas beaucoup. Donc il faut bien imaginer que quand on fait un changement de direction, il y a cette phase où j'absorbe, j'emmagasine,
et cette phase où je restitue. Et ce sont deux forces différentes. Et ces deux forces différentes vont être travaillées de deux façons différentes avec des stimuli différents. Donc là, aujourd'hui, l'idée, c'est de se concentrer un petit peu sur cette phase, cette première phase, un petit peu excentrique, où on va venir emmagasiner l'énergie, emmagasiner les forces. Et ça, du coup, je vous le disais, il va falloir développer à la fois la qualité de l'architecture du tissu conjonctif, qui soit en mesure de l'encaisser, et derrière, bah, les capacités, c'est-à-dire qu'il soit capable d'emmagasiner toute l'énergie qui va être produite. Ça, c'est pas de la même façon. Si on veut travailler sur l'architecture, on va plutôt aller chercher sur des intensités qui sont faibles à modérées, mais sur une longue durée. Pourquoi? Parce que si on va chercher des intensités trop élevées, on va pas être capable de les tenir trop longtemps. Et ce qui va se passer, c'est que automatiquement, le cerveau va envoyer ses contraintes uniquement sur certaines fibres, les plus fortes, et celles qui vont être un peu plus faibles, eh bien, elles vont être préservées, mises de côté, et elles ne recevront pas de contraintes. Donc l'idée, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le stress relaxation, c'est-à-dire que avec le temps, avec l'application constante d'une contrainte, eh bien, les forces vont être diffusées de manière homogène au sein du tissu conjonctif. C'est pour ça que généralement, on demande une intensité qui est plutôt faible à modérée pour être maintenue suffisamment longtemps pour venir utiliser ce concept de stress relaxation et venir diffuser les forces dans tout le tissu conjonctif, venir développer l'architecture dans l'ensemble du tissu conjonctif. Et on le fait en position d'allongement parce que c'est une contrainte qui permet de sélectionner plutôt le tissu conjonctif plutôt que le tissu musculaire. Donc ça va être pour l'architecture. Pour la neurologie, eh bien là, du coup, c'est l'inverse. On va chercher à avoir une intensité qui va être élevée. On va chercher à y mettre de la vitesse. On va chercher, pourquoi pas, à y ajouter de la pliométrie. Dans tous les cas, l'intensité va être beaucoup plus élevée. On va moins chercher à comment dire, diffuser toutes les contraintes sur le tissu conjonctif, prendre le temps d'avoir un remaniement cellulaire, d'avoir une meilleure production de collagène. Ce qu'on va chercher tout simplement, c'est que notre cerveau produise de la force et que notre tissu conjonctif l'encaisse. Globalement, c'est ça. Donc, il va falloir produire de la force, il va falloir le mettre sous une contrainte, une intensité élevée pour qu'il soit en mesure de s'adapter et de pouvoir l'emmagasiner. Donc, on sait globalement que les intensités élevées et la pliométrie va entraîner peu de remaniement du collagène. Donc, c'est-à-dire une moins bonne, enfin, ça va avoir peu d'impact sur l'architecture subconjonctive. Par contre, ça va améliorer la neurologie. Et on sait que du coup, les intensités, notamment les isométries à intensité faible à modérée sur une longue durée, vont, elles, plutôt favoriser le renouvellement du collagène, renouvellement de la matrice extracellulaire, améliorer la qualité du tissu conjonctif, son organisation, son architecture, mais va quasiment avoir aucun impact sur sa neurologie. Donc voilà, l'idée, c'était de faire ce premier épisode un petit peu pour présenter les tissus conjonctifs. Si je commence le problème à trop rentrer dans les différents modes d'entraînement de chacun, ça va faire un épisode beaucoup trop long. Je préfère segmenter tout ça euh, en plusieurs épisodes. Euh, donc, si je devais faire un résumé, bon, évidemment, cet épisode vient d'une question qui a été posée et que j'ai trouvé extrêmement pertinente sur le développement du tissu conjonctif. Il fallait d'abord présenter ce que c'était. Donc, que c'était évidemment un groupe de tissus, pas un seul tissu, mais un groupe de tissus qui étaient liés au sein du corps, hein. Si on part d'un os et qu'on suit le tendon, on va finir par arriver au bout de la chaîne du tissu conjonctif. On va retrouver, donc j'ai dit dedans, le tissu osseux, le cartilage, les ligaments, les tendons, le tissu intramusculaire, épipériendomysium. On va retrouver également les parois du tissu vasculaire. On va retrouver aussi 80% du tissu nerveux. Bref, le tissu conjonctif, ça sert vraiment d'échafaudage à notre organisme. C'est pour ça qu'il est si important de le développer pour qu'il puisse euh, eh bien, jouer son rôle, c'est-à-dire d'emmagasiner, de restituer les forces et de les transmettre. On a vu également que, en fonction du tissu conjonctif qu'on va vouloir développer, il y a des stimuli qui sont différents, ils répondent à différents types de contraintes. On va pas pouvoir développer un tendon comme on développe la densité osseuse, par exemple. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête pour être le plus précis possible dans les rééducations ou dans l'entraînement pour avoir le plus de chances d'avoir des résultats. On a vu que le tissu conjonctif continue de s'adapter tout au long de la vie, que la cellule souche qui est le fibroblast, en fonction des contraintes, va pouvoir évoluer soit vers un type de tissu conjonctif ou vers un autre. Ça, c'est vraiment intéressant, hein. Je rappelle l'exemple de la ligamentisation où on va avoir du coup une greffe, un tendon qui va se transformer en ligament. On va avoir également dans les calcifications ce tendon qui va devenir un peu plus cartilagineux ou chez les enfants ce cartilage qui va en fonction des contraintes se transformer en tissu osseux. Donc ça c'est important de le garder en tête. Et si on s'intéresse forcément, puisque là on parle d'entraînement, au tissu conjonctif lié aux activités, donc tout ce qui va être tendon et tissu intramusculaire,
Eh bien, on sait que pour l'instant, ça répond essentiellement à l'allongement et à la vitesse, qu'il va falloir améliorer l'architecture du tissu conjonctif en même temps que la neurologie, c'est-à-dire sa capacité à encaisser et restituer. Et tout ça se fait par des stimuli différents qu'on va pouvoir développer dans différents podcasts. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura apporté des informations, que vous avez une vision un peu plus claire de ce qu'est ce tissu blanc, hein, ce tissu conjonctif à l'intérieur du corps humain, et évidemment son importance et le fait que ce soit essentiel de venir le développer, que ce soit dans les rééducations ou dans l'entraînement pour la performance, et que forcément ça ne se fait pas de la même façon que pour développer le tissu musculaire, puisque c'est un tissu différent. On se retrouve rapidement pour un prochain épisode.